le livre sur les dépendances affectives, Aimer et être soi-même de Véronique Berger. Donc pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine et je fais de la lecture de livres de développement personnel. Donc en ce moment, on lit le livre Les dépendances affectives, voilà, de Véronique Berger. Donc l'amour plutôt que l'addiction affective. C'est le livre qu'on est en train de découvrir en ce moment en live. Donc tu es tout pour moi, je n'ai besoin de personne, nous ne faisons qu'un. Être ensemble est insupportable, mais nous quitter est impossible. Angoisse d'abandon, mécanisme d'isolement ou désir de fusion à l'autre sont divers visages d'un même phénomène, la dépendance affective. Comment la reconnaître? D'où vient-elle? Comment s'en libérer? Avec des témoignages riches et éclairants, ce livre met au jour les origines familiales et généalogiques des dépendances affectives. Accaparement de l'enfant par le parent, emprise, désamour, violence et abus, traumatisme transmis de génération en génération. Surtout, il nous invite à mobiliser les ressources dont nous disposons pour accéder à la liberté d'être soi. Car le choix d'une vie non plus subie mais incarnée, même s'il est difficile, nous appartient. Donc c'est le livre qu'on est en train de découvrir en ce moment. Merci beaucoup à tous ceux qui likent le live. Bienvenue à tous ceux qui s'abonnent. Voilà, donc moi je fais de la lecture de livres, que de développement personnel. Et en ce moment, on lit du coup le livre de Véronique Berger sur les dépendances affectives. Donc on va commencer la lecture. Alors, on en est au chapitre 3. Je ne dépends de personne. Donc c'est le chapitre qu'on lit en ce moment. Donc on en a lu une partie. Et ce soir, on va continuer. Alors, est-ce qu'on va le terminer ? Je suis en train de regarder. Je sais pas, peut-être, on va voir. On va sûrement finir chapitre 3. Coucou Annick. Coucou, comment vas-tu? Bonsoir tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Merci à tous ceux qui tapotent sur le live. Et vous pouvez retrouver mes replays sur ma chaîne YouTube. Donc, Madame-du-bas succès. Voilà, donc tous les replays des lectures, si vous voulez écouter les replays des dernières lectures du livre, vous les avez sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir. Hop. Voilà, donc c'est le livre qu'on découvre en ce moment. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Hop. Voilà, merci à tous ceux qui tapotent sur le live, n'hésitez pas. Ouais, il y a déjà 300 likes, merci beaucoup. Désolée, j'étais pas du tout discrète. Ok. Alors, on va commencer la lecture. Donc, les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Donc, on en est... Alors, je vous remonte le chapitre 3. Voilà, je ne dépends de personne. Donc, sur le chapitre 3, c'est vraiment... sur les 3 premiers chapitres, c'est vraiment comment se traduit la dépendance affective. Et on peut voir que parmi un des masques qu'on utilise par peur d'être en dépendance affective, eh ben, ça va être l'indifférence, ça va être le détachement, voilà, le fait de ne pas s'engager, de toujours aller vers des partenaires qui ne s'engagent pas, ou même rester seul et voilà, ne pas avoir la peur vraiment de faire confiance en fait. Donc je commence la lecture. Donc ceux qui sont là habituellement, voilà, je laisse les gens arriver de toute manière. Vous pouvez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, donc tous ceux qui se connecteront un petit peu après pourront écouter le replay. Alors, l'indifférence et ses feintes. Rien ne me touche. Rafaela, 29 ans, vient me consulter à la suite d'un état d'angoisse massif dans lequel elle a basculé depuis plusieurs mois. Elle éprouve la sensation très vive et paniquante que tout lui échappe.
Agitée et perdue, elle est envahie de peur, non identifiée. Elle se ressent comme une éponge qui absorbe tout. Et passée, elle ressent comme elle se ressent comme une éponge qui absorbe tout. Et passe ses nuits dans un grand sentiment de panique. Ce qui lui est brutalement arrivé reste pour elle incompréhensible, sans raison apparente. Et Raphaëla, dans sa détresse, m'exprime son besoin impérieux de parler et de comprendre. Raphaëla ou l'indifférence protectrice. Au cours de sa psychanalyse, Raphaëla va de plus en plus nettement repérer son fonctionnement inconscient de coupure avec la réalité qui l'environne, ainsi qu'un sentiment soutenu d'indifférence dans lequel elle se réfugie. À tout élément de réalité perçu comme déplaisant ou contraignant, elle répond sur le mode de l'ignorance ou du détachement. Dans ces cas-là, je ne me sens pas concernée, répète-t-elle régulièrement. Raphaëla semble avoir revêtu l'indifférence, telle une enveloppe protectrice. À l'image de la peau, toute enveloppe possède deux faces. L'une externe, en contact avec son environnement extérieur, l'autre interne, en relation avec ce qu'elle contient. Au fil des séances, il apparaît que son enveloppe d'indifférence, dans sa face externe, a pour fonction essentielle de la prémunir dans sa relation aux autres, contre deux types de vécus ressentis comme annihilants. Il s'agit avant tout pour Raphaëla de se préserver d'une part d'un rapport d'envahissement et d'autre part du regard, des comportements et des paroles envers elle, assimilés à des attitudes de rejet, de dépréciation ou de reproche. Raphaëla va peu à peu relier ses perceptions externes d'empiètement et de dévalorisation aux représentations spécifiques et propres à son monde interne. Je me rends compte que les conseils, les demandes ou les remarques de mon entourage sont souvent justes et ont pour but de m'aider. Maintenant, j'y prête de plus en plus attention. Avant, je considérais qu'on n'avait pas à se mêler de mes affaires ou alors je ne me sentais pas concernée. Qu'est-ce qui prédominait en vous dans ces moments-là ? J'avais le sentiment soit qu'on essayait de me dominer, soit d'être une incapable. Ce dont parle Raphaëla se relie ici à la face interne de son enveloppe d'indifférence qui a alors pour rôle de la protéger de sa réalité intérieure, en se coupant de ses sensations et émotions, de ses sentiments d'agressivité, parfois intenses, de culpabilité et, au plus profond, de honte. La puissance de ces représentations pendant longtemps inconscientes et, en retour, le cramponnement à ces positions défensives de coupure et d'indifférence ne permettait pas à Raphaëla ni à moi d'accéder directement à sa problématique. Le recours à la richesse de ces images internes nous offre une aide précieuse et ouvre un champ fructueux d'association, d'élaboration et de symbolisation. L'image qui me vient est celle de moi assise, les jambes et les bras croisés, au fond d'un tunnel. Je suis assise, mais en même temps, je me vois d'en haut. Est-ce un tunnel ou un puits ? Oui, l'image que j'ai est celle d'un puits, et à la fois c'est le mot tunnel qui me vient. À partir de son image interne, ainsi que des affects et représentations qu'elle y associe spontanément, Raphaëla identifie « c'est moi, enfant qui boude et qui reste enfermé dans mon coin, sur mes positions, qui en veut à mes parents, à ma mère, et qui veut les punir. » Grâce à cette même image, et d'autres encore dont celle d'une tache noire, elle décèle dans un second temps une autre face, plus cachée dans l'obscurité du puits-tunnel, celle du sentiment de culpabilité et de la hantise, de la honte, toutes deux mortifiantes et qu'elle cherche à fuir.
Sortir du tunnel. En écho à ces prises de conscience, Raphaëlla nourrit le désir de reprendre contact avec une appréhension plus juste de la réalité extérieure et de son monde intérieur. Des transformations s'opèrent et les images évoluent. Maintenant, je me vois accoudée sur le bord du puits, en appui sur mes bras pour me hisser. Mais mes jambes sont lourdes et pendantes, comme si on me tenait aux chevilles. Raphaëlla est au bord, mais sortir du puits éveille ambivalence et peur. Elle sait que cela passe par des prises de conscience, des renoncements et le dépassement de ses peurs. Or, les résistances au changement jouent de tout leur poids. Les jambes sont lourdes et pendantes, et par là même freinent sa sortie. Tout d'abord, quitter le puits, c'est quitter la place d'enfant, boudeur et vengeur. Raphaëlla en prend conscience et mesure combien le renoncement à ce qu'elle a depuis toujours exigé et attendu lui est coûteux. Sortir du puits, c'est aussi oser affronter et dépasser son agressivité profonde et la culpabilité qu'elle engendre. Or, l'intensité des pulsions agressives et haineuses, non intégrées, conditionne le degré de culpabilité ressenti. Lorsque ces pulsions sont d'une particulière acuité, la culpabilité qui en résulte devient persécutive. Afin de s'en préserver, la stratégie défensive mise en place consiste à scinder bon et mauvais, puis à projeter le mauvais à l'extérieur de soi. Nous retrouvons ici le clivage et la projection. Les parts mauvaises sont attribuées à l'autre, tout est la faute de l'autre, tandis que les bonnes parts sont gardées en soi. Raphaëlla a elle aussi depuis l'enfance dissocié ces différentes parts et octroyé à son entourage celles ressenties comme sombres ou déplaisantes, par lesquelles elle ne veut pas se sentir concernée. Se dégager de son sentiment lourd et persécutif de culpabilité implique d'identifier, puis de reconnaître et réintégrer ses sentiments agressifs. Or, sa grande difficulté à intégrer ces pulsions agressives traduisait le défaut d'intériorisation de la capacité de ses proches à accueillir ces manifestations d'agressivité au temps de sa petite enfance. Donc vous voyez, ici ce qu'on peut lire, c'est que donc Raphaëlla, elle a besoin de se reconnecter à son intérieur et de faire la distinction entre ce qu'elle analyse de l'extérieur comme étant un poids, comme étant quelque chose qui va la peser, et avec la réalité. Et donc, en fait, comme elle n'a pas associé l'agressivité à quelque chose de sain, entre guillemets, et on l'a vu aussi au début du chapitre, en fait, elle différencie uniquement le bon et le mauvais. Alors qu'en réalité, on a tous une part en nous d'agressivité, on a tous une part en nous de sombre, de mauvais. L'agressivité, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est aussi une manière de s'exprimer quand quelque chose ne nous plaît pas. Sauf que là, elle a associé l'agressivité avec des personnes mauvaises, avec des personnes extérieures, parce qu'elle a grandi dans un environnement où ses parents, déjà de 1, n'accueillaient pas ces moments d'agressivité, n'accueillaient pas ces moments où elle se plaignait, où elle s'exprimait, on va dire, lorsqu'elle était mécontente, mais en plus avait peut-être des parents qui eux-mêmes étaient agressifs. Donc elle attribue ça, donc en fait l'idée d'avoir un côté mauvais, un penchant avec de l'agressivité, des défauts, etc., c'est toujours l'autre, c'est toujours l'extérieur, parce qu'on lui a jamais appris que avoir des défauts, avoir de l'agressivité, avoir des parts mauvaises en soi, eh ben ça fait partie de soi et c'est normal.
Donc, elle a associé l'autre avec le mauvais et elle-même avec le bon. Et lorsque elle se sent avec des pulsions d'agressivité, de haine, lorsqu'elle a ce besoin où elle ressent des parts mauvaises d'elle, et bien elle culpabilise parce qu'elle se dit en fait, c'est pas normal. Ça, c'est les personnes extérieures, c'est des personnes qui veulent du mal, c'est des personnes qui, en fait, qui ne sont pas forcément à l'écoute, etc., etc. Alors qu'en réalité, si on lui avait appris petite à comprendre d'où venait son agressivité et à le banaliser entre guillemets en se disant que finalement toutes ces parts sombres en elle, et ben chaque humain en a et c'est normal et les parents sont à l'écoute de ces parts-là quand elle était enfant, elle aurait beaucoup plus facilement accueilli, on va le voir, accueilli son agressivité et elle se serait plus facilement reconnectée à elle et à l'extérieur parce que du coup ça fait que finalement tout n'est pas blanc pour elle et noir chez les autres. Finalement, elle est grise, les autres aussi. Elle a ses forces, dont ses côtés négatifs, entre guillemets, puisque l'agressivité, c'est quand même une force, une protection. Les autres aussi. Mais finalement, il n'y aura pas en plus toute cette part d'agressivité. Voilà. Donc, et voyez, donc elle dit afin de s'en préserver, la stratégie défensive mise en place consiste à scinder le bon du mauvais, puis à projeter le mauvais à l'extérieur de soi. Parce qu'elle a associé le mauvais à des personnes dans son enfance, à ses parents, etc. Et en plus, on lui a jamais permis de comprendre son agressivité et de l'accueillir. Donc déjà, c'est comprendre finalement d'où cela vient. Et voilà. Et donc elle parle d'une enveloppe interne, d'une enveloppe avec une face interne de son indifférence et externe. Et en fait, l'indifférence, c'est le fait de ne pas vouloir ressentir. Pourquoi ? Parce que ressentir quand ça se passe bien, tant mieux. Quand ça se passe mal, qu'on est énervé, qu'on a envie d'être agressif ou de dire ce qui ne va pas, il faut pouvoir le dire. Et quand on ne se sent pas de le dire par culpabilité, comme Raphaëlla le fait, on préfère éteindre. Donc, on préfère l'indifférence. Ça remplace en fait le fait d'accepter et d'accueillir l'agressivité. Voilà, donc en gros c'est ça qu'ils expliquent. Hop. Je regarde vos commentaires. N'hésitez pas à compléter si vous voulez. Voilà, n'hésitez pas, je lis tous vos commentaires. Bonsoir tout le monde. Coucou Shams. Hop, je remonte les commentaires. Merci beaucoup pour les cadeaux. Coucou Rafara. Comment ça va ? Comment vous allez ? Super contente de vous retrouver. On vient de commencer la lecture. Ouais, donc je vous remonte le livre. On lit ce soir les dépendances affectives. Voilà, Robert. Voilà, comme ça tu peux petit à petit bien comprendre le français, lire en même temps. Et vous avez les replays des lectures sur ma chaîne YouTube, Madame-du-bas succès. Donc vous pouvez aller les visionner donc toute la lecture qu'on a faite de ce livre-là. Les replays sont sur ma chaîne. Voilà, donc je continue. Donc là, l'idée, c'est déjà de comprendre cet état d'indifférence, parce que là, on est vraiment sur la partie des dépendances affectives, où le masque, le comportement qu'on va avoir, en fait, c'est de l'indifférence. Voilà. Donc là, on a bien compris que du coup, c'était relié notamment à cette partie d'agressivité. Donc déjà, dans un premier temps, c'est de reconnaître que finalement, on a dissocié de nous ces différentes parts, bonnes et mauvaises, alors qu'en réalité, on a tout ça. Vous voyez, Raphaëlla donc dissocier ces différentes parts et octroyer à son entourage celles ressenties comme sombres ou déplaisantes, alors qu'en réalité, on les a tous. Et là, l'idée, c'est vraiment cette idée de culpabilité, puisqu'elle culpabilise, et voire même sans, en fait,
lorsqu'elle est en état d'agressivité, lorsqu'elle est en état où elle va finalement réagir de cette manière-là, un peu sombre, un peu voilà négative entre guillemets, même si c'est pas négatif forcément, hein. En fait, elle va se sentir comme si elle persécutait. Donc, elle va être en état de culpabilité, elle va culpabiliser. Parce qu'elle a associé la persécution à l'agressivité, parce que quand elle était enfant, soit on l'a fait culpabiliser d'être agressive, ou en tout cas de dire ce qu'elle voulait dire, et du coup, donc c'est ce ressenti qui est né en elle, soit elle l'a vécu aussi par ses parents d'agressivité malsaine, et donc elle, pour elle c'est de la persécution aussi. Voilà. Donc je continue. Accueillir son agressivité. Ceci s'est bien entendu manifesté dans la relation psychanalytique où Raffaella est de nouveau envahie par la force de son agressivité muselée envers le parent analyste. Agressivité qu'elle distille de façon détournée, mais constante. Donc le parent analyste, c'est la psychiatre, c'est la psychanalyste. Durant la première partie de sa psychanalyse, elle arrive et repart avec la mine sombre, reste enfermée dans la plainte et le ressassement, ne joue pas pleinement les règles du jeu. Elle fait impasse sur ses rêves, censure ses pensées ou s'enferme dans le mutisme. Raffaella remet en scène l'enfant boudeur et vengeur. Inconsciemment, elle teste les capacités du parent analytique à supporter ses attaques et expérimente de cette façon si mon attention et mon intérêt pour elle sont bien réels. Après une longue mise à l'épreuve, Raffaella devient en mesure de reconnaître et d'accueillir la réalité d'une présence en elle, constante et vraie, de l'entièreté de sa personne. En cela, l'image du puits prend toute sa force. La volonté seule ne suffisait pas pour en sortir. Raffaella avait besoin de l'aide de cette présence pour surmonter ses propres freins. Ainsi a-t-elle franchi une étape essentielle, celle de pouvoir expérimenter que ses parts agressives ne détruisent pas le bon que l'autre lui porte, et de l'intérioriser. Raffaella peut alors s'acheminer vers une intégration de ses sentiments agressifs, vers une reconnaissance de l'autre dans sa réalité, et vers une culpabilité supportable et intégrable. Elle passera ce cap décisif lors d'un épisode particulièrement douloureux et psychiquement perturbant. Après un accident survenu à sa jeune sœur, Raffaella arrive à sa séance dans un état intense d'agitation et d'angoisse, convaincue de sa culpabilité dans les malheurs de sa sœur. Grâce à son cheminement antérieur, elle est maintenant plus en mesure de faire face à sa réalité intérieure. Elle parvient de reconnaître l'omniprésence de ses sentiments haineux envers sa sœur, considérée comme une rivale. Elle repère l'existence de vœux de mort, nourris par l'enfant rageur et vengeur d'autrefois. Puis accueille la présence d'une culpabilité et d'une vraie compassion ressentie par l'adulte aujourd'hui. Raffaella, de nouveau, franchit une étape importante, celle de discerner fantasme et réalité, et d'oser se laisser toucher par son sentiment de culpabilité, par mon empathie et par la souffrance de sa sœur. Émue, bouleversée, elle pleure. Son enveloppe d'indifférence laisse place au cœur et aux émotions. La peur du contact. Raffaella peut alors commencer à lever un troisième frein, celui d'oser être en contact avec l'autre et d'accueillir cette mise en contact sans être envahi par des sensations d'anesthésie ou par le dégoût. À de nombreuses reprises, elle m'avait confié combien tout contact, notamment physique, lui était difficile. Soit elle ne ressentait rien,
soit cela éveillé de la répulsion. Ainsi était-elle habitée par la phobie du contact physique avec les autres. À ce propos, Marie-Claude Desforts écrit « Le sujet se mobilise contre le risque d'une vampirisation énergétique. Il est pris dans une alternative relationnelle, soit n'avoir pas de contact avec l'autre qui compte, soit être englué dans les formes imaginaires de cet autre. Parce que, enfant, pour tenter d'être reconnu par son ou ses parents, il a dû prendre les formes imaginaires qui régnaient dans leur tête. Quelle que soit la stratégie adoptée, la personne phobique est sous la terreur de se perdre, soit par absorption, en étant le complément imaginaire de l'autre, soit par dilution des contours, par défaut de contact. Au moyen de son enveloppe d'indifférence, Raphaëlla avait choisi le refus du contact. Cette enveloppe, dans sa face externe, la protégeait de tout contact extérieur, vécu comme intrusif, et dans sa face interne, évitait toute fuite ou tout dévoilement de son intérieur au regard de l'autre. Ainsi, en se coupant de tout rapport direct et vrai dans sa relation aux autres, Raphaëlla pouvait-elle entretenir l'illusion de n'avoir besoin et donc de ne dépendre de personne. Il s'agissait en effet pour elle de se préserver de liens trop impliquants, qui éveillaient alors le risque de la remettre en contact avec une angoisse catastrophique de dépendance. Comme Anaïs, Raphaëlla luttait à la fois contre la crainte de perdre l'être cher, en lien avec ses sentiments de culpabilité et de honte, et contre une angoisse de vampirisation par l'être aimé, notamment sa mère, longtemps ressentie comme envahissante et asphyxiante. Raphaëlla ne se situait donc pas dans un rapport d'interdépendance. Son angoisse de perte et ou d'absorption l'a placée ipso facto dans un rapport de dépendance totale à l'autre, dont elle tentait de nier l'existence par leurre de l'indifférence. Donc là, pour vous expliquer, donc, vous voyez qu'en fait, par peur de perdre l'autre, puisque c'était lié à son sentiment de culpabilité et de honte, de transmettre ses besoins, d'évoquer ce qui allait pour elle, ce qui n'allait pas, d'exprimer vraiment ses ressentis et qui elle était vraiment, et en plus par une angoisse d'absorption, c'est-à-dire une peur d'avoir une relation qui était envahissante et asphyxiante, puisque c'est ce qu'elle avait vécu avec sa mère. Elle a préféré se développer un comportement d'indifférence. En fait, développer ce comportement-là d'indifférence en se disant, si je suis indifférente à l'autre, forcément je vais pas le perdre, puisque je suis indifférente, et il va pas m'absorber, puisque je suis indifférente aussi. Donc mon indifférence me protège à la fois de trop et en même temps de pas assez. Sauf que du coup, il faut bien comprendre que en fait, ce comportement-là d'indifférence, il est lié à cette peur. En fait, si Raphaëlla n'avait pas cette peur de perte et d'absorption, elle aurait un comportement plus équilibré entre guillemets, c'est-à-dire avec moins d'indifférence. Elle oserait se lier aux autres. Elle oserait plus entretenir des relations. Elle serait moins distante avec les autres, parce qu'il y aurait moins cette peur d'être absorbée par l'autre ou de le perdre si jamais elle évoquait ses besoins. On l'a vu avec l'agressivité, mais l'agressivité, c'est simplement le fait de communiquer sur ses besoins. Alors, il y a plein de manières de le faire, mais l'agressivité, ça en fait partie, puisque on est humain, ça fait partie de nous, et elle, dans son cas, en fait, elle culpabilisait vraiment d'être agressive. Donc, pour, utiliser
ce comportement d'indifférence, elle se mettait en position d'enfant où en fait elle boudait. Et elle le dit, hop, voilà, en gros, elle se mettait dans une position d'enfant où en fait elle se mettait à bouder, à ne rien dire, à faire justement l'indifférente au lieu de dire et de communiquer en tant que Raphaëlla adulte, de dire ses besoins, parfois même de s'énerver si c'était ses émotions et ses ressentis qu'elle avait sur le moment, mais en fait elle n'osait pas le faire, par peur de perdre l'autre et aussi par peur que ça déclenche dans la relation un pas de plus dans finalement le fait de se rapprocher l'un l'autre, parce que dire ses besoins, ça veut dire aussi que potentiellement l'autre va y répondre et va se rapprocher. Ça veut dire que elle s'attachera peut-être un peu plus, vu que la personne va faire l'effort de. Et donc, il y a un risque de dépendance affective, en fait. Vous voyez, donc c'est pour ça que elle utilisait l'indifférence. Et même si on pense toujours que la dépendance affective, c'est toujours le fait d'avoir peur, de rester toujours avec l'autre, de ne voir que par l'autre, de fusionner avec l'autre, pas forcément. Quand on est sur un mode de dépendance affective, on a aussi, comme on le voit là, ce comportement d'indifférence qui est justement cette peur de perdre l'autre ou même d'être complètement absorbé, quoi. Voilà. Hop. Donc je vais continuer la lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Je lis. Merci Aura Farah. Je lis au fur et à mesure les commentaires. Voilà, bienvenue tout le monde. Alors je continue. Le sentiment de la honte. Parallèlement aux résistances soulevées par son désir d'être plus vivante et en relation avec la réalité vraie et profonde d'elle-même, des autres et de la vie, Raphaëlla doit encore affronter, pour sortir du puits-tunnel, une peur mortifiante et jusque-là sans nom. En ce moment, je ne me sens pas bien. Pourtant, je sens que des choses changent, mais j'ai plus de recul et de capacité à relativiser. Mais il y a quelque chose qui me taraude, une angoisse qui me pèse et m'envahit. À quoi ressemble cette angoisse ? La seule image qui me vient est celle d'une tache noire. Comme quelque chose qui fait tache. Oui, c'est ça. Comme faire tache ou avoir une tache, ou vous savez, comme lorsqu'on traite quelqu'un de tache. À partir de l'image de la tache, Raphaëlla verbalise sa peur d'être exposée au regard des autres, et sa sensation de froid, et d'un poids très lourd en elle. Peu à peu, au fil de ses associations, et à l'aide de rêves récents, elle réalise que ce poids très lourd est celui de la honte. Cette tâche, ce poids, c'est la honte. C'est exactement ça. Je me sens comme une tache dans le regard des autres. D'ailleurs, je fuis toujours le regard des autres et dans la rue, je marche tête baissée. À mon travail, c'est pareil, je me sens toujours très mal à l'aise quand mon patron est là. J'ai l'impression d'avoir tout le temps son regard sur ce que je fais. Son évolution et les transformations opérées en elle l'acheminent vers la sortie du puits-tunnel. Mais en sortir implique de quitter l'obscurité de ce lieu imagé et d'accéder à la lumière du jour. Raphaëlla en ressent le désir, mais les réticences sont puissantes, car venir à la lumière équivaut encore pour elle à être exposée au regard des autres, à se sentir mise à nu. Son cheminement psychanalytique réactive la terreur d'un vécu ancien, profondément enfoui et recouvert par son enveloppe d'indifférence. C'est celui du mépris, qui déchoit et avilit, celui avec lequel elle fut en contact dès sa venue au monde. Tout au long de sa psychanalyse, Raphaëlla réaborde régulièrement le temps douloureux de sa naissance, qui a laissé en elle des inscriptions profondes.
Née après terme et par césarienne, elle arrive au monde sans la présence consciente et rassurante de sa mère, anesthésiée totalement, seule face à un environnement ressenti comme hostile. En effet, dans les témoignages recueillis auprès de ses parents, émigrés espagnols alors récemment installés en France, l'obstétricien apparaît comme un homme désagréable, méprisant et probablement animé de sentiments xénophobes. Les sensations d'alors, principal lien du nouveau-né à son environnement, avec lesquelles Raffaella parvient à se connecter, sont celles d'un arrachement, d'un froid sanglant, d'un accueil hostile et rejetant. Cette expérience inaugurale de son arrivée dans un monde étranger, brutal et froid, n'a pu être suffisamment relayée par la présence affectueuse et attentionnée de sa mère. D'abord sous l'effet de l'anesthésie, puis sous l'emprise de la douleur due à sa césarienne, dont elle cicatrisera très difficilement malgré une nouvelle opération quelque temps plus tard. L'indisponibilité de la mère, happée par sa souffrance et son pénible rétablissement, a ainsi avivé la blessure d'une arrivée désastreuse. Lors de séances, Raffaella relie spontanément sa difficulté à sortir du puits aux conditions douloureuses de sa naissance. De même, certains de ses rêves en témoignent. Je viens de prendre l'avion et j'arrive dans l'aéroport de Madrid. Je marche d'un bon pas dans le couloir. L'endroit est lumineux. Il fait beau, c'est l'été. Puis, lorsque je m'approche du hall d'accueil, je vois au loin ma mère et tous ceux de ma famille qui m'attendent. Au fur et à mesure que je me rapproche, je vois leurs regards mécontents. Ils sont en colère. Ils me reprochent mon retard. Par ma faute, je vais rater mon avion pour rentrer en France. Je ne comprends pas et je suis déçue. Tout s'est brutalement assombri. Je me sens humiliée, incapable. Raffaella relie son rêve à sa naissance. Son arrivée au monde retardée, après terme, et à laquelle elle ne peut rien. Sa joie, puis l'accueil hostile, glacial et réprobateur qui l'attend. Son sentiment d'être chassée, son incompréhension, sa terrible déconvenue, l'assombrissement des couleurs de la vie et son vécu mortifiant de honte. Ces sensations de froideur et de rejet reprendront de la vigueur à l'arrivée de sa jeune sœur. Ce ressenti est ensuite entériné par des vécus ultérieurs. Moquerie d'un oncle, harcèlement par des camarades d'école. Ingéré comme la confirmation de sa part honteuse et de sa disgrâce. Enfin, sa hargne et ses pulsions vengeresses alourdiront son sentiment de honte. En miroir à ces vécus humiliants, Raffaella ne s'aime pas. Je me trouve moche, disgracieuse. Je ne me regarde jamais dans la glace. C'est comme une phobie. Quand je me vois, c'est l'horreur. Je ressens de la répulsion et je me sens accablée. Raffaella ne peut pas se voir, au sens propre comme au figuré. De même, elle adopte une attitude constante de disqualification d'elle-même. Elle sait, dit-elle, avoir des qualités, mais sans y croire vraiment. Elle se ressent comme une incapable et comme une tâche. Raffaella est cernée et rongée par un puissant sentiment de honte d'elle-même. La honte produit une émotion profondément affligeante et désintégrante. En outre, elle est un sentiment qui ne se partage pas, et plus encore que l'on doit cacher. Pour cela, et afin de survivre à ces effets mortifiants, la priorité et même l'urgence consiste à l'étouffer et à la recouvrir par le truchement inconscient d'autres sentiments. Armand a inconsciemment privilégié le sentiment de haine. Raffaella, quant à elle, l'a recouverte par un puissant sentiment d'indifférence,
lui permettant de s'en dissocier. Comme le note Marie-Claude Desforts, dans les états de dissociation, il n'y a plus ni sensation ni sentiment. Les personnes ont comme une anesthésie des sens, de l'émotion et de l'affect. Le but est atteint puisqu'elles ne sentent plus, elles ne souffrent plus. Alors, je fais une pause, je vous remonte le livre. Donc, c'est Les dépendances affectives, aimer et être soi-même. Bonsoir tout le monde. Voilà, donc le livre, il est dans mon lien en bio. Hop, bonsoir tout le monde. Voilà, et vous pouvez retrouver les replays sur ma chaîne YouTube. Donc c'est Madame-Succès, comme mon nom sur TikTok. Vous avez du coup les replays des lectures. Donc, vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir mes lectures, ma chaîne. Voilà. Merci beaucoup. Coucou la Vénusienne. Bonsoir tout le monde. Ok. Alors, je redescends. Coucou Prudence. Bonsoir 200 pages. Bonsoir tout le monde. Coucou Fatima Zara. Bonsoir Gido. Voilà, bonsoir tout le monde. Alors, je regarde juste combien de pages il nous reste. Je sais pas si je vais terminer la lecture ce soir. Donc là, on a lu une demi-heure. Hop. Ok, bon, on va voir. Donc je continue. Honte et dépendance. De cette façon, en ne se laissant toucher par rien et en n'éprouvant rien, Raffaella tentait de maîtriser tout retour possible de honte, et conjointement de se détacher de tout ressenti de dépendance. Honte et dépendance sont à mon sens intimement liées. En effet, la honte n'est éprouvée que par rapport à une situation, un comportement, des paroles, et au regard d'une ou plusieurs personnes, ou d'un groupe familial, social, dont dépendent notre sentiment d'estime de soi et notre lien d'attachement ou d'appartenance. Serge Tisseron rappelle la nécessité de ces liens, psychiquement essentiels pour tout sujet, y compris pour l'enfant, à son entourage proche, mais aussi aux communautés, institutionnelles, religieuses, culturelles, auxquelles il appartient. Porter une honte met alors en danger ces liens d'attachement et d'appartenance, par la menace d'exclusion et pire encore de bannissement qu'elle fait peser. La honte est donc étroitement associée à ces liens dont nous dépendons du point de vue de notre identité, de notre estime de soi et de notre appartenance. En quelque sorte, la honte est en étroite relation avec nos rapports de dépendance, affective notamment. Nous pourrions dire « pas de honte sans lien de dépendance ». Mais conjointement, la honte peut être tout autant constitutive d'un état de dépendance. Tous les vécus lourds de honte plongent l'individu dans une situation de total abandon, de béance hémorragique et de dépendance absolue envers ceux de qui relève la peine et la levée du bannissement. Enfin, un troisième volet du lien honte et dépendance concerne les situations de dépendance lourde à des produits, alcool, drogue, antidépresseurs, etc., ou à des personnes. Ces états de dépendance produisent un sentiment honteux pour le sujet qui, bien souvent, tente de dissimuler au regard des autres, potentiellement honnisseurs, l'objet de sa honte. Ainsi en est-il par exemple de la personne alcoolique ou boulimique. Cela est tout aussi vrai dans le domaine relationnel. Il n'est pas rare par exemple de pressentir chez des personnes âgées, très dépendantes de leur entourage, un sentiment de honte ou de constater auprès d'autres
le désespoir mêlé de honte que représenterait pour elles la fin de leur autonomie. De même, les personnes habitées par un sentiment de grande dépendance affective éprouvent plus ou moins consciemment de la honte. Catherine, Marthe ou Jeanne évoquent leur lien de dépendance à l'être cher, comme un aveu honteux. Iris, accro à Alexandre, dont elle tentait de se séparer, parlait de rechute. D'autres encore, comme Armand, Anaïs et Raphaëla, fuient tout autant leur sentiment de dépendance que de honte. Ainsi, pour Raphaëla, culpabilité, honte et dépendance produisaient un sentiment d'horreur et sont demeurés longtemps honnis et bannis de sa conscience. Revêtue de sa cuirasse d'indifférence, elle restait détachée de tout ressenti conscient. Toutefois, son sentiment d'indifférence ne constituait pas seulement une enveloppe, mais aussi une feinte. La feinte de l'escrimeur, qui trompe ses adversaires pour mieux leur porter attaque. La feinte de celui qui simule des sentiments pour mieux dissimuler leur réalité. Pour Raphaëla, la réalité à dissimuler tenait principalement à son rapport de grande dépendance à ses parents. Ce mode de relation était lui-même maintenu par d'autres réalités masquées. Le deuil non fait de ses attentes incomblées, l'évitement de sa réalité intérieure et son mépris démesuré d'elle-même. Les prises de conscience successives de ses attentes infantiles, de sa culpabilité et de son lourd sentiment de honte constituent des étapes fondamentales et décisives qui, à leur tour, produisent des transformations en profondeur. Désormais, Raphaëla ne se réfère plus au puits, mais parle de tunnel. Voici ce qu'elle en dit. L'image de moi que j'ai maintenant est de me voir sortie du tunnel, mais pour le moment je suis dans l'ombre de ce tunnel, pas encore en pleine lumière. Une véritable évolution et même révolution s'opère. Nous en reprendrons le cours dans la 3e partie de ce livre. Donc là, avant de passer à la partie Don Juan, vous voyez, donc là on a vu Raphaëla avec, voilà, l'indifférence et ses feintes. Je vous montre le livre sur les dépendances affectives. Voilà. Donc là, en fait, cette première partie, on voit en fait tous les mécanismes qu'on utilise quand on est en état de dépendance affective. Donc ça, c'est la première partie du livre, c'est vraiment voilà tous nos comportements. La deuxième partie du livre, je vais vous montrer, ça sera en fait les causes en fait des dépendances affectives. Donc vous voyez là, on est aux multiples visages. Donc il nous reste Don Juan, je les aime toutes et se protéger du lien de dépendance. Ensuite, on aura terminé. Ensuite, la deuxième partie, héritage des dépendances affectives, la part des autres. Donc là, c'est le comportement des parents, souvent, et des héritages familiaux. On parle souvent de... J'ai perdu le mot. Vous me l'aviez dit la dernière fois parce que j'avais aussi perdu le mot. Vous savez, quand on a les traumatismes intergénérationnels, donc souvent on est là, dans ça aussi, dans les héritages familiaux. Et la troisième partie, c'est vers plus de libération. Donc après la compréhension, c'est comment aller vers la liberté, d'accéder à soi, de s'ouvrir à l'inventivité et à la créativité, parler vrai et être vrai, se réconcilier avec soi et s'ouvrir aux autres. Donc là, c'est vraiment comment guérir de ça. Donc voilà, les dépendances affectives. Je regarde vos commentaires, après on va continuer. Bonsoir tout le monde.
Bonsoir Commerce International. Bonsoir tout le monde. Ok, donc je continue. Donc, après Raffaella, avec du coup ce comportement de détachement, on va avoir Don Juan. Je les aime toutes. Donc tout le monde a un peu une idée de qui est Don Juan, donc on a un peu une idée de ce qui va nous être raconté, mais comment ça va être analysé. Voilà, donc on va voir ça. Donc, Don Juan, je les aime toutes. Conté pour la première fois par un moine espagnol, Tirso de Molina, vers 1630, la légende de Don Juan, séducteur hors pair, provocateur et impénitent, a été reprise depuis le XVIIe siècle par une multitude d'auteurs et mise en scène dans près de 3000 œuvres théâtrales, poétiques, cinématographiques et lyriques, avec le célèbre opéra Don Giovanni de Mozart. Ces innombrables récits aux multiples variantes et ses nombreux créateurs défèrent à l'histoire de Don Juan un statut de récit collectif. De même, son rattachement au sacré, sous les traits de la statue du commandeur, et à des thématiques humaines fondamentales dont la sexualité, la culpabilité, le châtiment, le divin et la mort, lui octroie un caractère universel, traitant de l'être humain par la voie de symboles impérissables. Ces diverses caractéristiques confèrent ainsi à Don Juan la dimension de mythe. Un insatiable jouisseur. Au travers des différents récits, les principaux aspects récurrents consistent en la narration des entreprises de séduction de Don Juan, aristocrate accompagné de son inséparable valet, auprès des femmes, nobles ou paysannes, ayant pour trait commun d'être à la fois jolies et engagées par ailleurs. Donc engagées, mariées, je pense. Après avoir recouru à tous ses talents d'ingéniosité et d'imposture pour séduire la belle et obtenu ses grâces, Don Juan l'abandonne à son triste sort, esquive le courroux suscité par sa forfaiture, fuit et repart à la conquête de nouvelles victimes, objet de son insatiable convoitise. Sans foi ni loi, si ce n'est celle de son avidité, Don Juan nargue les conventions, les regrets et les larmes, défie ses adversaires, la morale, le châtiment terrestre, comme divin, et la mort. Il adressera son ultime et suprême défi à la statue du commandeur, spectre du père d'une de ses jeunes victimes, en lui rendant visite, puis en acceptant son invitation à le suivre au mépris de sa vie, finalement plongé et consumé dans les feux de l'enfer. Homme au cœur desséché, insensible à la tristesse de l'autre, Don Juan, séducteur irrésistible, est dévoré par la passion de posséder, au sens d'avoir et de tromper, celles qui ne lui sont pas destinées. Il revendique une pente naturelle à se laisser aller à tout ce qui l'attire. Ainsi, Don Juan apparaît-il sous les traits du jouisseur et du prédateur fondant sur sa proie, sans scrupule, ni remords. J'ai saisi maintes femmes, en mes fortes serres, après l'avoir entraînée sur la couche du désir ardent, et jamais je n'ai ressenti de remords, quand de mon lit, elle s'écroulait dans le tombeau. Érigeant au rang de loi, au-dessus de toutes autres, celle d'assouvir l'impétuosité de ses désirs, Don Juan voue le reste du monde au mépris et au défi. Aucune culpabilité ne le tiraille, aucune volonté de repentir ne l'anime, y compris devant les sollicitations divines auxquelles il répond « Non, non, il ne sera pas dit, quoi qu'il arrive, que je sois capable de me repentir. » Ainsi,
Ce ne sont pas véritablement les femmes qui le font courir, mais la recherche du tumulte de la jouissance sans fin et sans borne devenue son Dieu et pour laquelle il veut enfoncer hardiment les portes solides de l'Éden et abattre l'ange gardien du portail. Don Juan vit sous le règne de la satisfaction immédiate, de l'insatiabilité et de la transgression, finalité et volupté suprême de sa jouissance. À cet égard, la version de Lénaud est édifiante. C'est précisément par la jouissance de la transgression suprême, celle de la profanation du sacré, que l'auteur ouvre le récit des forfaits donjuanesques. Corrompre le vœu de chasteté et bafouer la piété des moines du monastère dont il est l'hôte du moment, par l'introduction de jeunes filles tentatrices déguisées en pages. Tel est alors ce qu'il prémédite avec délectation et mettra à exécution. Hop. Comme je vais alors me gausser des moignilons quand ils succomberont, sous vos douces armes, quand en plaisantant vous verrez des vœux par couple, en sorte que de vives flammes jailliront des frocs, et que, dans l'ivresse du monastère, pour notre joie, ressentira sévèrement l'impuissant les effrois du supérieur. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué mais bon, forcément, c'est aussi un peu... Enfin, c'est de l'ancien français, donc... Ok. Une parole manipulatrice. Pour parvenir à ses fins, Don Juan détient et utilise des armes redoutables. Dans un premier temps, il piège et ravit sa victime, généralement par un discours trompeur et séducteur, et si besoin par le travestissement de sa personne, en se faisant passer pour autre, pour l'amant légitime, par exemple. Puis sa victime conquise, bien souvent la femme convoitée mais pas exclusivement, et la pulsion de possession assouvie, Don Juan s'en détourne, sans regret, l'abandonnant à la douloureuse prise de conscience de son infortune et de son avilissement. On goûte une douceur extrême à réduire, par cent hommages, le cœur d'une jeune beauté, à combattre l'innocente pudeur d'une âme qui, à peine à rendre les armes, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et la mener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais lorsqu'on est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Donc une fois qu'il a atteint ses objectifs, en gros, il n'y a plus rien à souhaiter, donc il la laisse pour une autre, en gros. Et surtout, dès qu'il arrive en fait à faire sauter tous les principes, entre guillemets, de cette jeune femme, en fait. Voilà. Sa pudeur, ses scrupules, etc. Abus, mensonges, feintes, tromperies, imposture et trahison constituent des instruments très opérants au service de la réalisation de sa quête de jouissance. Mais l'arme essentielle et la plus puissante dont Don Juan dispose est celle du langage. En effet, outre l'art de la rhétorique qu'il possède, Don Juan use de celui de la manipulation de la parole en détournant sa fonction et sa valeur. La fonction essentielle du langage est avant tout celle de l'expression verbale, de nos pensées, ressentis, attentes, de ce qui nous habite ou nous meut, etc. Et de porter sa pensée, au plus juste de ses intentions, vers l'autre qui ne la connaît pas. La parole appartient au registre de la mise en mots et permet l'accès à la compréhension de soi et de l'autre en tant qu'individu foncièrement différent.
Son véritable rôle, et en cela son juste pouvoir, tient ainsi dans sa fonction de médiatisation entre soi et l'autre, entre ce qui est de l'ordre du familier et de l'étranger. Or, Don Juan recourt au langage non comme médiateur entre lui et l'autre, mais comme vecteur de ses agirs sur l'autre. Il n'investit pas la parole comme moyen de communication véritable avec l'autre, mais comme outil d'assujettissement et de manipulation. Ici, parler ne relève plus de la mise en mots, mais du registre de la mise en acte. Ainsi, utilise-t-il son éloquence pour introduire la confusion dans l'esprit de son interlocuteur. La parole n'est plus moyen de compréhension et d'échange, mais acte mensonger au service de l'imposture et de l'hypocrisie dont il vante les mérites. L'hypocrisie est un vice privilégié qui, de sa main, ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. Aussi, de cette façon, la parole est également attaquée dans sa valeur de vérité et de crédibilité. Donc, je vous montre le livre qu'on est en train de découvrir. Coucou Kay, bonsoir tout le monde. Voilà, donc le livre, vous l'avez dans mon lien en bio. Et tous les replays des lectures, vous les avez sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Allez vous abonner, bienvenue tout le monde. Voilà, coucou Habib. Voilà, bonsoir tout le monde. Voilà. Alors par contre, je suis en restriction, donc bon. Donc j'espère que vous n'avez pas de bug sur le live. Alors, donc on va continuer. Fuir le lien de dépendance. Abuseur et jouisseur sans scrupules ni sentiments, Don Juan apparaît détaché de tout lien affectif, passant d'un cœur à l'autre et se présentant comme l'amant en puissance de toute la gente féminine. Mon cœur est à toutes les belles, et c'est à elles à le prendre tour à tour, et à le garder tant qu'elles le pourront, déclame-t-il. Les aimer toutes, c'est n'être engagé envers aucune et au fond se défendre de dépendre de quiconque. Don Juan apparaît alors sous les traits du dupeur, qui se fait lui-même dupe. Dupe de la réalité qu'il évite, en fuyant toute désillusion succédant à la lune de miel, et cela au bénéfice de l'ivresse, et à préserver au-dessus de tout. Ainsi, quitte-t-il la belle du moment avant que le charme ait disparu. Dupe de la réalité de la frustration de ses désirs, Dupe de la réalité de la frustration de ses désirs, en dépréciant à ses yeux ce qu'il désire et en cessant d'aimer l'objet de son désir. Réduire l'autre au rang d'objet de satisfaction et d'un faire-valoir revient en effet à lui nier toute véritable valeur. De cette façon, Don Juan n'a rien à attendre, ni à en dépendre. À l'image de sa vie, où il ne cesse de fuir d'une ville à l'autre, d'un pays à l'autre, Don Juan, dupeur et dupe, fuit toute réalité de dépendance à autrui. Il nie par tous les moyens cette réalité avec une force à la mesure de l'angoisse qu'elle suscite. Divers éléments attestent de son obsession, voire de sa rage à anéantir la réalité du lien de dépendance à l'autre. Ainsi, Don Juan ne se laisse pas toucher par les sentiments ni la détresse de l'autre, ne s'attache à personne et refuse tout engagement en affirmant que cela ne compatit point avec son humeur. De même, autre caractéristique particulièrement éclairante, Don Juan exerce principalement son talent d'imposteur et d'abuseur au regard de la relation comportant un lien d'engagement. Dans ce sens,
Il met toute sa fougue à détourner les belles destinées au couvent, Don Elvire, ou au mariage, Charlotte chez Molière, la duchesse Isabelle chez Leno. Il porte attaque aux sentiments et devoirs religieux en outrageant les sacrements du mariage ou des ordres, ou bien encore en dédaignant les appels au repentir. Il manifeste son mépris pour le respect filial en bernant et humiliant son père. Il ridiculise le pauvre, faisant appel à la générosité du riche, ou le créancier venant recouvrir son dû. Il ne respecte pas ses obligations envers son valet, à qui il ne paye pas ses gages. Ainsi, dans chacune de ses relations, soit il transgresse une loi, soit il n'honore pas ses engagements ni sa parole. Don Juan s'ingénie à ne dépendre de personne et à inverser le rapport de dépendance lorsqu'il se rappelle à lui. La scène de la visite de Monsieur Dimanche, marchand, est à cet égard parlante. Par sa faconde, Don Juan parvient ici à retourner les rôles en plaçant le créancier en position de redevabilité. De même, il rend dépendant de lui ceux-là même envers qui la dépendance se profile. D'homme séduit, il devient séducteur irrésistible. De maître dépendant de la complicité de son valet, pour accomplir ses méfaits, il devient, en reportant indéfiniment le paiement de ses gages, maître chanteur. Angoisse de la dépendance. Incontestablement, Don Juan semble éprouver une vive horreur envers tout ce qui éveille un lien de dépendance. Qu'est-ce qui nourrit une telle horreur ? Contre quelles angoisses de dépendance lutte-t-il désespérément ? Quelques-unes de ces confidences, chez les différents auteurs, peuvent nous éclairer. À son frère, Don Diego, ou Diegue, la possession produit en moi le vide, une tristesse morne, ou encore l'haleine d'une femme, aujourd'hui printanière, demain peut-être m'oppressera comme un souffle de cachot. À son valet, Gracioso, jamais je n'ai éprouvé de remords d'avoir quitté celle qui croyait m'étreindre pour toujours. À son valet Sganarelle, j'aime la liberté en amour, tu le sais, et je ne saurais me résoudre à renfermer mon cœur entre 4 murailles. La relation et a fortiori l'engagement semblent donc pour Don Juan ressortir d'un rapport de possession et d'aliénation, produisant des sentiments de vide, de désolation, d'oppression, d'enfermement et de désappropriation. Don Juan apparaît ici sous les traits du phobique, pour qui le contact durable avec l'autre éveille horreur et répulsion. D'autre part, des angoisses de perte et d'abandon semblent également à l'œuvre. Don Juan ne cesse de devancer la séparation en la mettant en acte dès la femme séduite. Don Juan abandonne plutôt que d'être abandonné. En quelque sorte, il ne perd pas l'autre, puisqu'il n'en est ni privé ni abandonné. En outre, par ses multiples conquêtes et sa chasse sans cesse renouvelée, il procède en un fractionnement du bon, constamment convoité, qui lui permet de limiter les risques de perte. Grâce à ces diverses stratégies, Don Juan tente de se protéger contre la perte et l'abandon en les reportant sur ses partenaires du moment. Par ailleurs, son ambition de conquérant et son rêve, comme Alexandre, qu'il y eut d'autres mondes pour y pouvoir étendre ses conquêtes amoureuses, manifeste aussi un sentiment d'intense avidité qui révèle un vide intérieur sans fond. Peut-être pouvons-nous entrevoir ici un autre pan du sentiment de vide. Le douloureux constat que posséder, même en abondance, ne remplit pas ce vide abyssal qui l'habite. Bien au contraire, il ne fait que l'accentuer.
son appétit insatiable de sensations voluptueuses, son absence d'attachement et d'implication envers les autres, ainsi que sa vie relationnelle instable et changeante, suggèrent alors l'image du toxicomane dans son rapport aux autres et à l'existence. Je vous montre le livre qu'on est en train de lire. Voilà, les dépendances affectives. Bonsoir tout le monde. Alors, je continue. La figure du pervers narcissique. La personnalité de Don Juan, comme toxicomane, est en effet celle du pervers narcissique, envieux de ce que l'autre possède et qui tente de se l'approprier et de s'en rassasier en un grand festin. Il n'est d'ailleurs pas anodin de retrouver le terme de festin dans le titre même de l'œuvre fondamentale de Tirso de Molina, L'abuseur de Séville et le festin de Pierre. Ni de constater la terrible fin de Don Juan précisément lors de ce festin. Chez l'Hénaud, lorsque la sensualité et la quête de jouissance s'émoussent, s'ouvrent alors les portes du dépit, de l'amertume, du néant et de la mort. Voici ce que Don Juan en dit. « L'ardeur de mon sang s'est consumée, je me sens déjà en quelque sorte décomposé. Tout le désir est tombé en léthargie, et pour moi, subitement, le monde, devenu désert, s'est couvert de ténèbres. » Ainsi, l'insatiabilité, signe du manque et d'une angoisse de vide intérieur incommensurable, nous introduit sur un dernier type d'angoisse qui anime tout son être, l'angoisse de castration. Tout au long de sa vie, Don Juan met en œuvre toute son énergie et sa virtuosité à nier et refuser la réalité de la castration que sa volonté d'omnipotence et son arrogance tentent perpétuellement de battre en brèche. Assoiffé, sans limite, fuyant l'horreur que la frustration représente pour lui, Don Juan se veut tout-puissant et imagine en conséquence ne dépendre de personne. Selon Racamier, les pervers narcissiques sont des personnes qui ne doivent rien à personne, n'attendent rien de personne et ne sauraient jamais être en dette ni en infériorité par rapport à personne. À l'extrême, ils se considèrent comme n'ayant ni père ni mère, puisque l'on doit la vie à ses parents, que cela plaise ou non. C'est bien cette réalité que Sganarelle souligne à son maître. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul ? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire ? À cela, Don Juan ne répond pas, si ce n'est par le dédain et l'indifférence. De même, dans sa volonté de toute puissance, il se dresse en provocateur effronté. Don Juan défie les hommes, père, mari et frère, les interdits, dont le meurtre, les convenances. Dieu méprisant les offres de salut, narguant la statue du commandeur, et la mort. Ce dernier défi est d'ailleurs particulièrement révélateur de son déni de la castration, puisque la mort représente la castration humaine suprême. Chez l'Hénaud, la fin du récit diffère de la version traditionnelle. Don Juan brave la mort en provoquant en duel Don Pedro, fils du commandeur, venu lui demander réparation. Bien qu'ayant l'avantage sur son adversaire, Don Juan lance un ultime défi en jetant son épée et en se laissant transpercer par son ennemi. Par ce geste, il ne se rend pas, bien au contraire. Il rabaisse son adversaire en le frustrant d'une vraie victoire et signifie à l'autre, autant qu'à lui-même, qu'il est et demeure le maître absolu, y compris de sa mort. Jusqu'à son dernier souffle, Don Juan jouit de son plaisir de se faire valoir
aux dépens des autres, et comme le souligne Racamier à propos du pervers narcissique, va jusqu'à se faire prévaloir aux dépens de soi-même et de sa propre vie, dans l'aspiration à se sentir plus fort que la vie même, et plus fort que la mort. Vampirisation, dilution, perte, abandon, vide et castration sont toutes des formes d'angoisse que le lien de dépendance, notamment affective, à autrui peut éveiller. Elle s'avère particulièrement active chez Don Juan. Sa volonté d'être plus fort que tout et au-dessus de tout traduit sa tentative d'exorciser son effroi, de la castration et de ses hydres, ainsi que sa terreur de la dépendance, condition à laquelle nous sommes pourtant tous assujettis en tant qu'humains. Alors, je regarde combien de pages il nous reste. Ok, il nous reste 7 pages et la conclusion. Donc on va essayer de terminer quand même. Alors, n'hésitez pas à me dire. Oui, en fait, en général, il y a que moi qui lis. Après, c'est vrai que j'avais eu plusieurs fois des demandes. Mais je sais pas si vous allez bien voir pour lire, en fait, aussi. Hop. Donc, je continue. Bonsoir tout le monde. Alors, vers une lecture psychanalytique du mythe. De l'enfance de Don Juan et des origines de son épouvante, nous ne savons bien entendu rien. Toutefois, à partir d'une lecture interprétative du mythe, nous pouvons envisager l'hypothèse d'une emprise séductrice de sa mère sur lui. Nous constatons en effet qu'avant de revêtir son apparat de séducteur, Don Juan est en premier lieu séduit par les belles qu'il courtise. Le vocabulaire utilisé et récurrent traduit cet effet de séduction. Don Juan dit avec insistance combien il est sous le charme, l'enchantement, l'envoûtement, le ravissement de ces beautés qui, je le répète, ont toutes pour particularité d'être liées ou promises à un autre, ce qui précisément caractérise la situation de la mère pour l'enfant. De son côté, Freud relève celle-ci, la mère, ne se contente pas de nourrir, elle soigne l'enfant et éveille aussi en lui maintes sensations physiques, agréables ou désagréables. Grâce aux soins qu'elle lui prodigue, elle devient sa première séductrice. En outre, par cette relation primordiale et fondatrice, la mère devient le prototype de toutes les relations amoureuses ultérieures. Don Juan n'a certainement pas échappé à ces lois de la psyché. Il fut probablement lui aussi soumis à la séduction maternelle et en tant que petit enfant de façon passive. De cette position passive peut découler un vécu d'impuissance et d'effraction qui, à son tour, produit une situation d'abus. C'est ce que semble dénoncer Don Juan qui, dans différentes variantes, dit être victime du plaisir et que ce sont les femmes qui abusent de lui. Être soumis, victime ou abusé suppose que l'on se trouve sous le pouvoir d'un autre dont, à ce moment-là, et pour différentes raisons, on est entièrement dépendant. Sortir de cette position s'avère alors vital pour s'extraire de vécus de perdition ou de désintégration, et pour lutter contre les angoisses de vampirisation, de désappropriation et de mort qui peuvent en découler. Don Juan tente de s'y soustraire, précisément en inversant dans la relation de séduction le rapport passif-actif. De séduit, il devient impérieusement séducteur. En quelque sorte, le rapport maître-esclave ou bourreau-victime s'inverse. Une autre approche peut confirmer l'hypothèse d'une séduction maternelle primaire, celle de l'empire d'essence et de la volupté dont Don Juan est captif. Sur cette base, je reprendrai le constat d'Heger selon lequel
une des caractéristiques dans les familles à composantes perverses, repose sur le défaut de relations suffisamment étayantes du parent, particulièrement de la mère envers l'enfant. Ce manque est souvent compensé par une réponse maternelle, mais aussi familiale, appartenant au registre de la sensualité, notamment par le biais de liens hyper-érotisés. Le mal d'amour et de reconnaissance est alors comme annulé par une recherche frénétique de volupté qui s'y substitue. Peut-être Don Juan a-t-il souffert de ce défaut d'investissement maternel structurant. Nous pouvons en pressentir son cruel manque à partir des différents récits, desquels la mère reste, à ma connaissance, invariablement absente. À la différence du père de Don Juan, soit elle n'y apparaît pas, soit une courte et fugace référence à son existence est mentionnée. La version de Miloz ne faillit pas à la règle, mais est édifiante par la dureté sidérante des seuls mots avec lesquels Don Juan en parle. Une bête sans âme et sans cœur, et sans nerfs à qui ma chère depuis donna le nom de mère. De même et toujours à partir de la plume de Miloz, nous pouvons envisager un défaut d'étayage paternel. Don Juan déclare à son père mourant « D'un terrible amour d'enfant je vous aime ». Puis de vérité que l'approche de la mort rend propice, le fils amer déverse, dans une très longue tirade, tout son dépit et son mépris pour son père, et sa vie d'hypocrisie, d'imposture, d'avilissement et de luxure, masquée sous le couvert des ors et des honneurs immérés de son rang. Dans le secret de son cœur et de son inconscient, Don Juan souffre de terribles blessures. Celle de n'avoir jamais réellement existé aux yeux de sa mère, si ce n'est peut-être que comme l'objet de plaisir et de faire-valoir. Celle de n'avoir jamais été véritablement aimé, celle d'avoir probablement grandi dans une famille et dans l'œuvre de Miloz, auprès d'un père où l'humanité restait sans visage et la transgression des lois, garante du respect des autres et de la vie, était la norme. Don Juan fait la douleur de son être meurtri. Dénié et abandonné, et comme l'écrit Carlos Padrón, nous trompe par son image de libertin cynique alors qu'il n'est qu'un pauvre assoiffé de mère. Se laisser aimer et être aimé semble pour Don Juan relever de l'inconnu et, quoi qu'il en soit, éveiller trop de dangers, notamment celui d'être assujetti à un lien de dépendance mortelle, ranimant avec lui toutes les affres de ses angoisses. C'est ce que Lénaud suggère dans la suite du dévoilement de Don Juan secrètement amoureux. Dans un monologue, voici ce qu'il s'avoue à lui-même. Chez cette femme, pour la première fois, il me semble sentir, dans l'amour que mon ardeur brûlante ne saurait jamais s'éteindre en sa divine personne. Lorsqu'Anna, pensive, me regarde et qu'autour d'elle, pour moi, le monde s'efface dans la nuit, je saisis au fond de ses yeux une volupté encore plus intense que je ne saurais l'atteindre, un baiser et la plus intime des étreintes, plaisir que je soupçonne sans jamais l'embrasser, éternel au-delà du désir et suspendu au rocher, en un bienheureux naufrage, mon dernier vœu s'attache à ses lèvres. Mais l'amour, même entrevu ici, ne semble pouvoir être assumable. Don Juan ne s'y livre pas. Être sous le charme et le subir réveille probablement les vieux démons. La nécessité de reprendre une position active de séducteur, insoumis et d'abuseur invétéré l'emporte. Cependant, l'amère désillusion de la fougue envolée de ses désirs d'antan s'impose à lui. Tout lui devient fade, indifférent et terne. Après avoir transmis ses dernières volontés et provoqué Don Pedro en duel, il dédaigne la victoire sur son adversaire et marche vers la mort en déclarant « Mon ennemi mortel est livré entre mes mains, mais
cela même m'indiffère, comme la vie tout entière. Ainsi, Don Juan se défait de son épée mais ne désarme pas devant l'amour rencontré et vécu dans un fantasme de fusion totale, celui de mourir tout ensemble en s'identifiant à elle. Tout se passe comme si pour Don Juan, aimer s'apparenterait à un fantasme de nirvana et conduisait à la disparition de tout son être fondu dans l'autre. Attachement et dépendance absolue à cet autre, divinisé, deviennent inextricablement liés. Dès lors, si fantasme et réalité viennent à se rejoindre, les trompettes de l'Apocalypse retentissent, réveillant l'effroi des angoisses catastrophiques. À cela, Don Juan semble conclure « Plutôt rester seul et maître de mon destin et de ma mort que de me perdre dans les abîmes de la dépendance amoureuse. » Au-delà de l'histoire singulière et irréductible de chacun, il est frappant de constater combien le lien à autrui peut s'avérer angoissant et insoutenable pour Anaïs, Raphaëlla et Don Juan, et à travers eux, pour d'autres, mus par des modes de fonctionnement relationnel comparables. Il reste 2 pages et on a terminé la lecture. Alors, comme j'ai été restreinte, il y a beaucoup de personnes qui sont parties du live. Mais bon, heureusement, le replay, pour ceux qui sont intéressés, ils pourront regarder le replay. C'est dommage parce que du coup, le live ne passe plus en fait dans le feed. Mais bon, tant pis. Donc je continue, on finit ces 2 pages-là et on lira la conclusion la prochaine fois. Se protéger du lien de dépendance. À partir des différentes illustrations qui se sont succédées au cours de ce chapitre, j'ai présenté des modalités diverses de réponse aux angoisses que le lien de dépendance éveille chez ces personnes. Isolement, indifférence ou voracité, avec une exigence commune à toutes, ne dépendre de personne. Nous pouvons également résumer quelques autres traits communs. Tout d'abord, la phobie du lien à l'autre, qu'il faut impérieusement fuir ou empêcher. D'autre part, l'anesthésie ou le gel des sentiments et émotions auxquels le primat des sensations s'est substitué. Règne de la douleur chez Anaïs, sensation de froid glaçant et d'étouffement, tout à la fois de suffocation, de compression et d'enfermement chez Raphaëlla, recherche insatiable de sensualité voluptueuse toujours à renouveler pour Don Juan. Chez ces personnes, la réalité psychique interne doit rester méconnue. Le monde intérieur est déserté, ignoré ou nié. La nécessité de ne s'abandonner en aucun cas au lâcher-prise, reflétant en miroir pour chacun le spectre de la perdition, s'impose tout autant que l'obligation de garder sous contrôle et de maîtriser le rapport à l'autre. En outre, le champ de la parole est désaffecté. Cela se traduit chez Anaïs par un vide de mots, de pensée et de sens. Pendant longtemps, pour Raphaëlla, par l'esquive et la feinte. Et chez Don Juan, par l'attaque et un travail de sape de la fonction même de la parole. Enfin, se profile pour chacun un état intérieur de désolation indicible, qui puise sa source dans un vécu originaire de désamour et de désaveu. En a résulté un sentiment d'indignité prégnant et mortifiant pour Anaïs et Raphaëlla, mais probablement aussi pour Don Juan. Dans ce sens, Rivière analyse l'avidité et la volonté de possession comme l'expression d'une recherche désespérée, en obtenant le bon recherché, de preuve que nous sommes bons nous-mêmes. Par mésaventure, si l'on vient à en être privé, cette privation représente inconsciemment l'idée inverse, de ne pas être digne de choses bonnes. Ainsi, dans sa quête insatiable du bon à dérober, Don Juan ne serait-il pas en lutte contre un sentiment profond d'indignité ?
Cette hypothèse semble d'ailleurs confirmée par son comportement rémanent de mettre ses victimes dans un vécu d'humiliation, façon de se défausser et de renvoyer sur l'autre cet affect intolérable. Voilà, donc on a fini la lecture pour ce soir. Donc, on a terminé la première partie du livre, donc sur les dépendances affectives. J'ai essayé d'accélérer un petit peu la lecture pour pas que ce soit trop long non plus. Donc, on a lu le chapitre 3 ce soir, enfin quasiment les 3/4. Et la prochaine fois, on lira la conclusion et on commencera la deuxième partie. Voilà, alors dommage, on a été restreint, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et vous pourrez retrouver le replay sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits likes sur les vidéos. Hop. Voilà, j'ai trouvé un petit crayon. Donc les dépendances affectives. De rien, Habib. Hop. Voilà, merci beaucoup Rafara d'avoir fait la modératrice. Bienvenue à tout le monde. Donc j'espère que vous avez aimé la lecture. Vous pouvez retrouver le livre sur mon lien en bio. Vous avez toutes mes recommandations de livres de développement personnel. Et celui-là, je vous l'ai mis en premier. Donc vous pouvez aller le voir. Vous avez les avis, le prix, vous pouvez le commander, c'est un lien Amazon. Et sinon, voilà, sinon vous avez d'autres livres si ça vous intéresse. Et n'hésitez pas si vous voulez vous abonner à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas. De rien, Awashi. Ah, où est le crayon chat? Ah ben justement, je le cherchais. Je sais pas où je l'ai mis. Il faut pas le dire, sinon... Alors... Ah, il est là. Oui, il est là. Voilà, le crayon chat. Attendez. Voilà, ça c'est pour les abonnés. Pour les habitués comme Rafara. C'est bien, t'as suivi. Voilà, c'est un... Vous savez, c'est les stylos... Les gamis. Ouais, voilà. Hop, c'est là. Voilà, il est là, le petit chat. Il est trop mignon. Voilà. Ouais. Alors, sur YouTube, mon nom, c'est Madame-du-bas succès. Voilà, c'est le même nom que sur ma chaîne TikTok. Et mes lives, alors c'est en semaine. J'ai pas de jour fixe, en fait. Je fais quand je suis disponible. Donc là, j'en ferai un demain. On est quoi là, mardi? J'en ferai un demain et jeudi. Et je pense. Voilà. Demain, c'est sûr. Jeudi, je vais voir. Peut-être jeudi et vendredi. Sinon, jeudi ou vendredi. Enfin, je vais voir. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour pour avoir la notification. Et demain, vers 20h30. 20h, 20h30, comme ce soir. Voilà, donc là, j'ai lu à peu près 1h30. Et si tu veux, n'hésite pas, tu peux aller voir les replays sur ma chaîne, si tu veux suivre le reste. Voilà, donc les dépendances affectives, donc on a vu que là, du coup, on a vu tous les comportements, en tout cas les grandes familles de comportements qu'on pouvait avoir. Les choses peuvent être croisées. Ça dépend des relations, ça dépend des moments de vie, ça dépend du vécu. Donc voilà, on a pu voir tout dépend de toi. Donc la fusion à l'autre, le fait de s'oublier dans une relation, l'angoisse de la perte, je t'aime à la folie, pas du tout, l'idéalisation, la haine,
l'évitement du rapprochement et l'angoisse de séparation. Donc ça, c'est pour les personnes qui sont ensemble, mais qui se reprochent sans cesse des choses, mais qui ne se séparent jamais. Voilà. Ne dépend de personne. Donc on l'a vu, hein, l'isolement et la coupure. Donc c'est-à-dire un peu l'hyper-indépendance, l'indifférence et ses feintes, et Don Juan. Voilà. Donc ça, c'était les grands comportements. Vous pouvez, voilà, vous pouvez aller regarder écouter les lectures sur ma chaîne. Alors, dans les vidéos, il y a le début, vous pouvez passer, parce que c'est le début quand je me connecte, je réexplique toujours un peu le livre, etc. Et la fin, c'est les discussions, donc voilà. Ouais, Eric nous a abandonnés, ouais. Bah Eric, il aimait bien les lectures Joe Dispenza, il avait bien aimé la lecture sur c'était quoi les accords Toltec, etc. Donc c'était des lectures un peu différentes. Kaya aussi, ça fait longtemps que je l'ai pas vue, mais je crois qu'elle était en examen, donc bon, c'est normal. Et voilà, donc bon, tout le monde ne peut pas être là tout le temps, mais peut-être qu'ils reviendront, je sais pas. Il y a un nouveau de Joe Dispenza. Ah, peut-être, je sais pas. J'ai pas vu. Je sais pas du tout. Je vais regarder ça. Mais je crois avoir vu un livre que je connaissais pas. Faut que je regarde. À tout moment, on va le lire, attention. Donc voilà, donc là vous pouvez voir, en fait c'est tous les livres qu'on a déjà pu lire. Après ils n'étaient pas en replay sur ma chaîne, mais bon, c'est pas grave, on les relira peut-être. Et là je vais vous sortir une nouvelle vidéo de méditation. D'ailleurs j'hésite à faire une chaîne à part que de vidéos de méditation. Donc je réfléchis encore. Je vous demanderai peut-être ce que vous en pensez. Coucou Simple, thank you. Thank you, thank you. Ouais, bah en fait, sur ma chaîne là actuelle, je mélange les replays des lectures et les méditations. Mais en fait, je me demande si je vais pas faire qu'une chaîne méditation à part et une chaîne avec les rediffs et d'autres choses. Je verrai ce que je mets dessus. Voilà. Non, je fais pas les lectures en anglais. Déjà en français, faut que j'arrive à tenir sur la durée, donc en anglais. Mais j'aimerais bien en tout cas. Mais non, je fais pas encore. Hop. Voilà. On va clôturer le live, du coup il est presque 22h. Donc merci beaucoup d'avoir été présent sur le live. Merci beaucoup Rafara d'être toujours là. Merci à tous ceux qui ont découvert le live, tous ceux qui sont là habituellement. Peut-être qu'il y en a qui se sont endormis, c'est possible. Donc je vais vous souhaiter à tous une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Merci Habib. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. On a été restreint, donc on n'est vraiment pas nombreux sur la fin. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive sur certains lives. Voilà, merci beaucoup Rafara. Et donc demain, je referai un live. Et on lira la conclusion et on commencera le début du chapitre, de la partie 2. Et donc du chapitre 4. Donc je vous donne rendez-vous demain vers 20h30. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Et donc je vais éteindre le live. Bonne soirée à tous et à toutes. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà. Bonne soirée. J'éteins le live. Bonne soirée.